Nous avons aussi parmi nous Madame Eloge Kitongo Masika, que nous allons éviter aussi de s'élever et d'avancer d'ailleurs ici. Et celle que nous voyons là devant nous, elle est licenciée en psychologie et elle est aussi, ça c'est mon vocabulaire, c'est mon titre, elle est femme d'affaires. En tout cas, elle est la patronne de l'entreprise Masika Motors. Nous allons aussi écouter à un certain moment de quoi il s'agit, comment elle fonctionne et qu'est-ce qu'elle veut. Ce sera un petit peu de marketing pour son entreprise qui va nous occuper aussi à cette soirée. Madame Eloge, nous disons bienvenue et nous avons l'honneur de passer cette soirée avec vous. La personne suivante, c'est celle de Blaise Moussaouli Kambal. Nous allons l'inviter aussi de se mettre debout. C'est lui qui est debout et que nous sommes en train d'applaudir. Les chefs de la Tristelle Kinshasa. La Tristelle a plusieurs départements. Elle est dans plusieurs agglomérations de notre pays. Oicha, Beni, Butembo, Lubero, Lubumbashi aussi, mais aussi dans d'autres pays. Alors, pour la ville de Kinshasa, voici le chef de la Tristelle. Et donc, c'est en quelque sorte celui qui a organisé cette réception que j'estimais, que je croyais plutôt être grande, mais qui est en train d'être petite. Mais je vous assure, petite ou grande, elle fera la blague. Alors, c'est Blaise Moussaouli que nous sommes en train de saluer. Merci Blaise Moussaouli pour tout ce que vous êtes pour nous. Nous allons écouter aussi cette soirée. Il aura beaucoup à nous dire. Et surtout, il va principalement nous présenter les différentes parutions ou bien les différents livres déjà publiés aux éditions Tristelle. Et alors, j'ai encore beaucoup de souffle pour dire que nous avons devant nous, pour cette séance d'aujourd'hui, Madame Moni Victoire, ou si vous voulez, vous pouvez l'appeler Victoire, Moni Victoire. Si on a deux noms au double, parfois un nom pour en avoir trois, comme l'année des coutumes, elle est là, déjà debout. Moni Victoire, qui est-elle? C'est notre modératrice du jour. Si je parle un peu plus d'elle, elle est à ses termes propres, parce que je vais changer ces termes, mais voici ce qu'elle dit d'elle au moins. Elle est licenciée à droit privé et judiciaire, ça fait beaucoup de mots, à l'Université catholique du Congo depuis 2021. Actuellement, apprenante à première année de DEA à l'université que je venais de citer, donc l'Université catholique du Congo. Elle est tristellaire, en tout cas c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Travaillant aux éditions Tristelle, elle aime bien les livres. Je vous dirai un petit secret que les rares de fois qu'on s'est vu avec elle, c'était soit à l'auditoire, soit à la bibliothèque, ou alors pour les livres uniquement. En tout cas, elle aime les livres et la recherche scientifique. Elle a aussi une petite préférence pour la poésie, d'après ses mots, et la musique. S'il faut lui demander ce qu'elle aime en culture, elle aime vraiment la musique et la poésie. Une petite préférence en fait, même si elle aimait déjà beaucoup trop les livres et la recherche scientifique. Elle est notre modératrice du jour, je le répète, et devant cette assemblée qui est déjà polychrome, où il y a justement chacun avec ses qualités que je ne vais pas citer. J'aurai au moins avec elle fini la liste de ceux qui vont nous présenter, soit des conférences, soit du marketing, soit ceci ou cela que nous allons écouter. Et donc Momo va finir par là, peut-être à cascade, mais la circonstance l'oblige parce que je suis branché pour dire ma joie d'ouvrir cette activité par ces mots tels que vous venez de l'écouter. Donc, auguste assemblée, mes chers amis, distingués invités,
Je venais de le dire et je vous remercie. Nous remercions également M. Christelle et Lévi. Alors, en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, nous allons cheminer avec la conférence sur l'importance générale du livre par les doctorants en philosophie de l'UCC, M. Yves Mwata. Il nous prendra 15 petites minutes au minimum. Ensuite, les débats, au minimum bien sûr. Ensuite, le débat sera ouvert et donc nous aurons la possibilité de poser différentes questions sur la conférence qui aura lieu. Et nous allons procéder à la présentation des livres des éditions Christelle par M. Blaise, bien sûr. Et ensuite viendra le vernissage du livre La flamme bruyante et Les bons catènes par Bonnet Petit Christelle. Et après cela, nous allons pouvoir accorder la parole à Madame Eloge pour le marketing. Et donc, chacun de nous devra aussi se présenter. Et donc, pour enfin partager un verre. On peut applaudir, s'il vous plaît. Donc, sans plus tarder, nous allons accorder la parole à M. Yves Mwata sur la conférence. Il va nous parler de l'importance générale du livre. Pour sa brève présentation, M. Yves Mwata Issel, il est doctorant en philosophie à l'Université catholique du Congo. Et c'est là aujourd'hui après un admirable parcours scientifique. Master agrégé en philosophie depuis 2022 à l'université mentionnée dans l'UCC. Gradué de l'université du Grand Bandundu, c'est aussi sa province d'origine bien sûr. Homme très sociable et très intelligent. Il est ami de la science. Il ne manque pas de partager par des conférences et des articles scientifiques. Il est le nôtre pour aujourd'hui. Donc nous accordons la parole à M. Sous vos applaudissements. Je voudrais une petite rectification. Je suis auditeur en DA et non pas déjà doctorant en philosophie. Auditeur en DA 1 que je viens de terminer. Puis, nous entamerons DA 2 l'année prochaine, Dieu voulant. Je vous remercie, M. Sereka, M. Blaise également. Je vous ai reconnu parce que sur la fiche, c'est la même Blaise. Et puis, qu'on n'attende pas trop de cette conférence les grandes théories exposées sur les grandes théories philosophiques. On sortira vraiment trop de ce cadre philosophique pour parler du livre. La telle que aussi d'ailleurs par tout à l'heure Pistache. Alors je l'intitule Valeurs et apports formatifs du livre dans la recherche scientifique. Aujourd'hui, on le sait que l'essor des sciences a suscité des techniques qui bouleversent la civilisation traditionnelle. La technologie s'impose de manière inévitable au point que le monde dans lequel l'homme vit actuellement est un monde qui appartient à la technique. Je me limite là. On va vraiment procéder comme s'il y avait cours. Ce monde dans lequel vit l'homme actuellement est un monde qui appartient à la technique et il est devenu de manière inévitable d'échapper justement à cette technique. Le simple exemple, c'est que nous sommes devant une technique. Et on peut d'ailleurs suivre une conférence en ligne, ceux qui sont à Butembo, nous pouvons être connectés avec eux à partir de Kinshasa. C'est vraiment un monde technologique et on ne peut pas y échapper. Si vous voulez faire expérience, fermez simplement votre WhatsApp durant 2 heures et puis activez votre connexion après. Vous verrez comment vous avez été déconnecté du monde. Cet espace est tellement devenu technologique que c'est à ces milieux que s'adaptent culture, méthode, connaissance et toute l'humanité. Ainsi, l'homme par sa raison et grâce à la science est parvenu à l'invention de la technologie. Le but justement de l'invention de cette technologie,
c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie. Dans le temps, il fallait quitter, je ne sais pas, Butembo pour un autre village pour aller étudier. On faisait pied, mais maintenant, grâce à la technologie, il y a les motos et puis les voitures et même l'avion. Ça permet, cette technologie-là permet justement d'amoindrir l'effort de l'homme pour permettre un certain épanouissement même au sein d'une société pour la vie humaine. Nous vivons ainsi à l'ère de la science. Dans ces conditions, la diffusion des connaissances scientifiques dans le grand public se sent comme une nécessité. Mais fort malheureusement, l'on constate une certaine passivité des scientifiques vis-à-vis de cette vulgarisation. Essayons donc de mieux comprendre. Je rentre dans le contexte purement congolais. Et puis des intellectuels, vous allez remarquer que tout celui qui a étudié n'est pas nécessairement intellectuel. Alors, mon premier point, c'est la passivité congolaise dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Je dis ceci, la vulgarisation scientifique trouve en aire de Congo un climat assez défavorable. Une large fraction de la société congolaise est en effet imprégnée d'une culture à dominance ludique, musicale, tiktokélique, faceboolique. Les philosophes aiment bien créer des mots comme ça, tels que tiktokélique, faceboolique, prenez ça comme ça. Dans les dictionnaires, il n'y en a pas. C'est que, je dis, la grande fraction de la population congolaise, prenons simplement le cas de Kinshasa, s'imprègne plus de la culture ludique, les jeux, la musique. On passe plus son temps sur Facebook, sur TikTok et puis les autres réseaux sociaux. Les attitudes scientifiques, techniques, expérimentales sont minoritaires. Cette orientation ne répond pas aux exigences du monde moderne et est à la source de graves difficultés au sein des institutions congolaises. Si justement nous passons plus de temps sur Internet à écouter la musique, à aller aux journées de la francophonie, c'était devenu un lieu de rendez-vous amoureux. Alors, si nous passons plus de temps à la distraction, suivre la télé, c'est pas mal. Être sur Facebook, sur WhatsApp et autres. Il y a donc cette possibilité de ne pas plus s'informer. Et après quoi, il y a difficulté au niveau des institutions. Pourquoi? Parce que face à une telle responsabilité qui nécessite votre expertise, vous ne savez pas bien vous défendre. Pourquoi? Parce que vous avez plus passé des temps sur Facebook, sur WhatsApp, sur TikTok, en lieu et place de vous cultiver. Puis-je ici relever le déplorable comportement des étudiants face aux journées scientifiques? Dans certaines universités congolaises, presque chaque année, un cycle de conférences de culture est organisé. Je prends simplement le cas de l'UCC, ça c'est fréquent. Il y a vraiment des journées scientifiques organisées. Lorsque, après les conférences, il est indiqué sur l'invitation qu'il y aura récréation après, on se rend compte que le public remplit tout l'amphithéâtre. Les étudiants sont vraiment mobilisés pour rentrer dans la salle. C'est pas parce qu'ils voudraient apprendre de ces conférences, mais parce que justement ils voudraient consommer. La société de consommation, ou s'il faut revenir avec le livre du professeur bientôt, La faim sans fin, on se trouve vraiment dans une situation de faim où il faut se remplir le ventre avec Jean-Paul Bayard, la politique du ventre. Par contre, lorsque les professeurs commentent les découvertes de la science et étalent leurs connaissances, ils ne trouvent qu'une assistance extrêmement clairsemée. On sait vraiment voir quand on n'a pas sur une certaine affiche indiquée qu'il y aura récréation après, une très faible mobilisation de la part des scientifiques entre guillemets. Cet intérêt insuffisant pour les sciences se laisse voir dans de nombreux
autres cadres de la vie en société congolaise. En effet, il est un constant amer de voir que notre pays, régorgeant beaucoup d'intellectuels, évolue à pas de tortue, ou si nous devons être catégoriques, n'évolue pas. Malheureux de constater que les grands hommes qui ont accumulé des connaissances dans les différents domaines, qui sur l'écologie, qui sur la philosophie dans le temps avec vous, qui d'autres sur l'économie, et pourquoi pas sur le droit, conduisent, selon le professeur Faustin Kwakwa, à la dérive notre pays. Une interrogation alors, est-ce toutes ces thèses défendues et saluées avec mention excellence, grande distinction, seraient des plagiats ou simplement de vaines spéculations et que tous ces hommes seraient moins intelligents? Je ne saurais l'affirmer. Mais quel est alors le mobile du sous-développement de notre pays du point de vue éducatif? Si banal que cela peut paraître, nous avons en Afrique, ou mieux en RDC, des hommes instruits et même très bien instruits, mais qui ne sont pas nécessairement des intellectuels. Estime justement le précité professeur Faustin Kwakwa. Il renchérit en estimant que l'homme de la rue, le villageois, face à la situation de crise multiples que vit la société congolaise depuis l'indépendance, est arrivé à se convaincre que ce sont les soi-disant intellectuels qui en sont la cause. En tout cas, dans la société, dans la vie de Kinshasa, vous allez entendre en français, ça c'est vraiment courant dans la ville de Kinshasa où on entend ce genre d'accusation. Cette accusation doit interpeller. Si l'intellectuel par essence est appelé à réaliser un décollage intellectuel, culturel et politique qui fait progresser la société, comment se fait-il qu'en RDC, il soit accusé parmi ceux qui la détruisent? Dans le même ordre d'idée, Dominique Kahang qualifie ces genres d'hommes des hommes vides. Par homme vide, homme gaspillé, il entend ces citoyens du monde sur lesquels on ne pouvait plus compter pour la vie et la survie de l'humanité. Un type d'homme dont la présence et l'action ne sont pas une chance pour l'homme et qu'il conviendrait de considérer comme une marchandise interdite pour la République. Bon, c'est que Dominique Kahang appelle ici homme vide, homme gaspillé. Jean-Paul Sartre parlait de la nausée. Donc vous n'avez plus d'utilité sociale. Jean-Paul Bayard, pour sa part, estime que, et nous sommes bien d'accord avec lui, pour des postes de responsabilité, l'intellectuel africain brade sa science, sa capacité de guider le peuple sur la voie de la lumière. Il est incapable d'afficher son désaccord par des actes de bravoure comme déposer sa démission, dire non à son chef de file, dénoncer les contre-valeurs, je cite, le détournement, la corruption, la mauvaise gestion, le clientélisme, l'irresponsabilité, la trahison et j'en passe. Et il ne voit que son intérêt. Ainsi, est-il arrivé à ne prévaloir que la politique du ventre, qui ne se définit que par la recherche du matériel, argent, voiture, village, jouissance. Par son silence ou son implication, il a une responsabilité dans la crise que connaît le pays. Et cette situation pousse justement le pays où la société a une société de sommeil. Nous sommes donc dans une société qui en sommeille la raison en faveur de la promotion des antivaleurs. C'est une situation qui normalise la normale. Et Hannah Arendt parle de la banalité du mal, qui, pour elle, la banalité du mal, c'est cette situation où la normale est devenue la règle.
pensé entendre à Kinshasa les gens dire ah bah sur un téléphone t'es. Mais comment qui a interdit ça? Pourquoi? Parce que ah bah sur un téléphone t'es. Pourquoi? Parce que quand tu sors ton téléphone et que tu t'entêtes, tu veux mettre ton téléphone par exemple sur le toit, faire un appel, ben on te le vole. Donc c'est devenu normal qu'on dise que ah bah sur un téléphone t'es. Ça c'est la banalité du mal. Nous banalisons, c'est un mal mais c'est banalisé. Nous le disons tous et même les intellectuels nous le disons tous. Ça, c'est la banalité du mal selon Hannah Arendt. Alors, je viens de parler là de la société ensommeillée. Et là, je pense à Francisco de Goya avec son tableau de Le sommeil de la raison engendre le monstre. Je me souviens, quand j'écrivais ce petit paragraphe, je me rappelais du professeur Nela, qui nous a justement parlé de ces tableaux de Francisco de Goya. Alors pour bien saisir le sens de ce tableau, il s'avère impérieux de signaler la période pendant laquelle ce tableau a été peint. Nous sommes au XVIIIe siècle et ici la raison c'est les lumières et les monstres c'est l'obscurantisme, l'arbitraire, la tyrannie et la croyance. L'imagination sans la raison produit des monstres impossibles, comme pour dire l'oisiveté scientifique bien sûr est la porte de tout le mot. Si la raison s'endort, alors la lumière s'éteint et dans les ténèbres, le monstre se glisse et un cortège volant et rampart. C'est que quoi? Dans ce contexte, si un scientifique ne sait plus lire, si un scientifique ne sait plus reconnaître la grande valeur du livre, alors il y a sa raison qui s'endort et puis justement laisse la place à tout ce que nous savons, à tout ce que nous rencontrons déjà dans la société congolaise. On va se lancer dans la boisson, dans les jouissances inutiles. Dès que la raison cède au sommeil, c'est-à-dire à l'inactivité scientifique, c'est la débandade. Tout change de pôle et d'épaule. En effet, l'homme est un être de raison et c'est elle qui le sort de l'état de la nature pour lui donner une place à part dans l'univers. De ce fait, endormir la raison, c'est retourner à l'humanité primitive. Le monstre est un être qui a oublié son humaine condition et a opté pour la facilité, a choisi de vivre sans chercher à atteindre la raison supérieure et est resté au niveau primaire de l'évolution. Ainsi, il nous faut donc unir l'imagination de la raison, car les deux ensemble produisent des merveilles. Bien qu'en philosophie, les questions sont plus essentielles que les réponses, mais j'ai voulu quand même apporter une petite réponse pour justement échapper au piège du sommeil de la raison dans la société congolaise. Et j'estime qu'il importe de vulgariser la science au sein des structures académiques. Je voudrais par ici donc relever l'importance de la vulgarisation scientifique. Si la culture est un mode de la formation qui permet à l'homme de se situer dans le monde afin de guider sa vie, il est évident que la connaissance de la pensée scientifique et de ses conséquences sociales est indispensable à l'homme cultivé. Les découvertes scientifiques ont profondément modifié l'idée que nous nous faisons de l'homme et de sa place dans l'univers. Si par exemple l'humanité se perçoit désormais en mouvement, c'est en fonction non seulement de l'essor des techniques, mais aussi d'une évolution de la pensée philosophique en rapport avec les grandes découvertes ou inventions. La vulgarisation scientifique apportera non seulement des connaissances, mais aussi contribuera à créer dans le public des attitudes nouvelles, un sens critique plus aigu, une objectivité plus grande, un sens expérimental de vue prévisionnelle. Il y a là l'importance de la vulgarisation de la science. C'est que quand la science est vulgarisée, il y a un sens plus critique qui est
développer, aussi une objectivité plus grande, un sens expérimental, de vue prévisionnelle. Un peu plus en bas, nous allons relever le fait que la science demeure relative. Elle n'est pas définitive. L'esprit scientifique s'est affirmé d'abord dans le domaine de l'étude de la vie et de la matière. Puis, les méthodes de pensée scientifique se sont appliquées à l'étude de la société humaine, dégonflant des mythes. Il est bon de prendre conscience de cette unité de l'esprit scientifique. Comment comprendre le monde actuel si nous ne suivons pas l'évolution de la recherche scientifique qui est à la source du développement technique qui bouleverse l'humanité ou l'univers? Comment comprendre le monde actuel si nous ne suivons pas l'évolution de la recherche scientifique qui est à la source du développement technique qui bouleverse l'univers? Donc il y a donc l'importance de la vulgarisation de la science. L'énergie atomique, le perfectionnement des fusées, l'évolution des techniques médicales entraînent et entraîneront un bouleversement de nos conditions d'existence. Il suffisait hier de connaître la géographie pour comprendre les événements. Aujourd'hui, la connaissance des résultats de l'astronomie est devenue nécessaire. En quelques années, cette discipline a cessé d'être uniquement l'affaire des spécialistes. Elle est devenue un élément indispensable à toute culture. La diffusion de connaissances scientifiques permettra au grand public de mieux comprendre le monde actuel. Les hommes seront ainsi mieux en mesure d'exercer leurs responsabilités. Les sociétés modernes tendent à encourager la vulgarisation scientifique. En effet, elles se donnent pour but une amélioration des conditions de vie par le progrès technique, c'est-à-dire en dernier ressort par le progrès scientifique. Il y a donc un besoin de recruter un nombre croissant de techniciens, d'ingénieurs, de savants. Pour que les intelligences s'orientent vers ces préoccupations, il est nécessaire qu'un climat favorable à la science soit créé. La science doit apparaître non seulement comme une activité accessible, mais aussi comme une activité hautement utile et profitable. Pour le cas de l'Afrique, la modernisation des États africains suppose la diffusion d'une attitude scientifique en opposition avec les vieilles croyances magiques. Il faut bien expliquer aux parents en Afrique que ce n'est pas de la magie, qu'à travers WhatsApp, on peut se voir, quelqu'un qui est en Europe et puis quelqu'un qui est en Afrique, à travers un appel vidéo, on peut se voir. Ça, c'est de la technologie. Il faut vraiment aller au-delà de ces considérations que j'appelle les vieilles croyances magiques. L'information scientifique peut contribuer également très directement à l'amélioration du sort de l'homme. Par exemple, en diffusant certaines connaissances d'hygiène, on pourra faire reculer des maladies. De même, l'information sur les techniques modernes aidera l'homme moyen à améliorer son existence quotidienne. L'importance de la vulgarisation de la science oblige de relever le caractère relatif de la vérité scientifique. Pourquoi il faut donc relever le caractère relatif de la vérité scientifique? Pourquoi? Parce que la science se met toujours en mouvement. Les vérités les connaissances scientifiques qui, il y a 10 ans, se concevaient comme vérité définitive, aujourd'hui, après 10 ans, ne sont plus les mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a évolution de la science. Si dans le temps, on croyait, on estimait que c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, actuellement, on ne peut plus le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a eu évolution de la science, et puis il y a un certain Galilée, je crois, qui vient dire que non, ce n'est pas la Terre qui tourne autour du Soleil, mais c'est le contraire. Les vérités donc scientifiques sont
relative. D'où l'importance pour un scientifique de toujours s'actualiser. Et là, je me suis servi de la phrase de saint Thomas d'Aquin. En latin, il dit « Timeo hominem unius libri ». Je crains l'homme d'un seul livre. Pourquoi? Parce que, justement, cet homme d'un seul livre, qui n'a lu qu'un seul livre, positivement, il maîtrise bien son livre. Il est imbattable. Négativement, il ne connaît rien d'autre. Il est borné. Cet homme, justement, reste dans l'ancienne conception de la science qui est définitive. C'est qu'il y a une vérité qui a été révélée en 2017. Lui n'a lu que ses livres de 2017. Il reste donc borné à ces livres-là de 2017. Pourtant, en 2018, il y a M. Blaise qui vient publier dans le même domaine et qui fait une évolution. Cet homme est borné à une seule vérité scientifique et donc il est craint selon saint Thomas d'Aquin. La science a pour objectif la recherche et l'acquisition systématique de connaissances sur les objets et le monde qui l'entoure, l'organisation et la synthèse de ces connaissances par le moyen de principes généraux et la diffusion des résultats de ces démarches. Elle est par nature soumise en permanence à la remise en cause. La science ne produit pas de vérité absolue, mais de vérité relative, aussi exacte qu'il est possible à un moment donné pour un objet donné. Dès lors, la finalité d'une recherche scientifique est avant tout une contribution à l'avancement de la science. Donc si la finalité d'une recherche scientifique, c'est d'avancer la science, nous craignons donc l'homme d'un seul livre. Pourquoi? Parce qu'il demeure borné à sa seule connaissance de 2017, au seul livre qu'il a lu en 2017. Or, la finalité d'une recherche scientifique, c'est de faire évoluer la science. Les recherches doctorales, c'est que, je crois que nous avons suivi le cours du professeur Imanja. Quand vous devez mener une recherche doctorale, vous devez au préalable connaître ce que vos prédécesseurs ont dit sur votre domaine, justement pour ne plus revenir sur ce qu'ils ont déjà relevé comme écueil, sur ce qu'ils ont déjà relevé comme limites et autres. Le fait qu'il n'y ait pas de théorie définitive est la raison d'être, je l'appelle le fond de commerce de la littérature scientifique. Les scientifiques utilisent plusieurs canaux pour partager leurs informations avec leurs pairs ou avec un public averti. Les publications scientifiques sont soumises à l'épreuve de la validation scientifique avec des comités de lecture et à la stricte observance de la méthode scientifique en sciences et sciences appliquées. Avant de venir me tenir ici, j'ai dû envoyer mon texte bien avant, juste pour que ça soit validé. Le vecteur privilégié de communication de résultats d'une recherche est l'article scientifique dans une revue internationale avec comité de lecture, le compte rendu de congrès avec comité scientifique, l'ouvrage collectif coordonné par un ou plusieurs éditeurs scientifiques, la thèse, le rapport de recherche ou la monographie sont autant d'autres canaux de cette littérature scientifique qu'il faut également envisager. Mais finalement, quelle est la valeur et le rôle éducatif des livres? Je crois que ça doit être le point le plus essentiel pour une telle journée. La recherche scientifique à travers le livre déracine de l'ignorance et fait sortir de la stagnation intellectuelle. Il faut lire justement pour sortir de la stagnation intellectuelle. C'est lui qui est resté borné sur un seul livre et là, il s'est stagné, les eaux stagnantes, non, il a plu. Si la terre, le sol n'est pas un sol perméable, l'eau demeure là. Vous êtes là, c'est la stagnation intellectuelle. Et donc, il faut de la recherche scientifique à travers les livres. La science s'est faite à travers les livres. Vous ne pouvez pas venir vous tenir devant les gens et puis dire des bêtises au nom de quoi. C'est à travers les livres qu'il faut recourir. Et quelqu'un me faisait rire, je lui dis, je veux animer une conférence sur la valeur du livre. Il me dit oui,
il faut aller chercher la valeur du livre dans le livre. Ouais. Comme le musée sert de casier d'archives aux artistes, le livre s'inscrit comme livreur de la science pour les scientifiques. Le livre se présente ainsi pour le scientifique comme l'opportunité d'ouverture à autrui, aux choses et au monde. Il est la première source de référence pour un scientifique digne de ce nom. Le livre demeure incontestablement le grand et réel pactole pour le corps scientifique. S'il est vrai qu'il est le souffle du scientifique, alors il s'établit inéluctablement comme le substrat sur lequel doit se fonder toute connaissance et toute recherche scientifique. Si dans l'exercice physique, la résistance est un moyen de rendre le corps plus fort, il en va de même pour la lecture pour l'esprit. Un esprit qui ne s'alimente pas par la lecture s'affaiblit et meurt. En fait, le scientifique ne peut développer ses aptitudes et capacités intellectuelles qu'à travers une courante et régulière lecture. Car en effet, telle que posée, la problématique de la valeur du livre ne s'écarte guère de la nécessité de la lecture pour un scientifique. Si la lecture occupe et doit occuper une place prépondérante dans le quotidien d'un chercheur, alors le livre est cette âme qui anime et vivifie l'être du scientifique. De ce fait, la fréquentation permanente et régulière du livre demeure un majeur moyen pour les scientifiques d'apprendre, d'approfondir et de réguler ses connaissances. Ainsi, si lire, c'est voyager à moindre coût, le livre est ce visa qui permet de franchir toute frontière. La lecture dépasse largement le seul cadre de la recherche. C'est aussi un outil pour s'informer, se former et maintenir à jour ses connaissances à travers des contenus valables et validés. La lecture nourrit l'esprit et contribue à la construction d'une connaissance solide et est ainsi d'une importance capitale pour l'émergence de la recherche scientifique. Il n'y a pas de vraie recherche scientifique qui ne passe par l'ouverture de la pensée, c'est-à-dire par l'acquisition d'une certaine connaissance qui soit levier, source, fondement pour construire la science. En effet, une recherche scientifique sans lecture est un modèle sans avenir. Comme pour dire, la tâche de la lecture est de travailler à la valorisation de la pensée, de l'intelligence ou d'une philosophie engagée, pragmatique, consciente, réfléchie, qui aboutisse, je reviens sur l'objectif d'une recherche scientifique, justement cette lecture qui doit aboutir à l'avancement de la science. La lecture permet aux scientifiques d'acquérir une pensée critique. Celle-ci consiste de penser de manière critique par un processus qui souligne une attitude de jugement équilibrée et inclut certaines caractéristiques comme avoir un mode de pensée non tendancieux, c'est-à-dire avoir un mode correct de pensée, capable d'autocontrôle, qui respecte l'évidence contraire, ouvert aux positions contraires, à la discussion, flexible, capable de reconnaître ses propres limites. Deuxièmement, avoir un mode de pensée total, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas à un nombre limité de possibilités face à un problème créatif et qui sait diagnostiquer. Troisièmement et enfin, avoir un mode riche de pensée, c'est-à-dire suffisamment autocritique, ouvert aux possibilités multiples. Et à la fin, je m'amusais sur Internet, je découvre 7 raisons scientifiques de lire un livre. Premièrement, on dit que lire le livre, ça fait vivre plus vieux. Le processus d'apprentissage chez les adultes. Okay, donc, c'est que l'apprentissage est continuel. L'apprentissage ne s'arrête pas juste au niveau du jeune âge. Et lire, justement, fait vivre plus vieux.
Deuxièmement, lire fait garder le cerveau en santé. Un cerveau, un esprit qui ne lit pas est un cerveau quachorcoré et sa vie meurt plus vite. Lire réduit le stress. Vous faites un long voyage, je ne sais pas d'où jusqu'au bout. Vous avez votre petit livre, vous vous détendez énormément. Lire améliore nos relations avec les autres. Cinquièmement, lire, c'est s'associer à un meilleur statut socio-économique. Quand on lit beaucoup, alors on acquiert de la connaissance et puis ça permet de savoir comment se mobiliser dans une telle ou telle autre situation. Lire augmente la créativité. C'est que ce monsieur a écrit son livre, voilà comment il s'est pris, quelles sont les méthodes et stratégies fournies là-bas. À partir de lui, je peux créer quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai lu. Lire rend heureux. Je conclue juste par deux phrases. Je dis, la lecture représente pour le scientifique, c'est que le sang pour le corps. Si vous n'avez plus de sang dans votre corps, vous mourrez. C'est de même pour un scientifique qui ne lit plus. Un scientifique qui... Vous entrez dans la maison d'un scientifique et vous ne trouvez pas de livres sur la table éparpillés et pas de livres propres comme ça. Les livres d'un scientifique doivent être soulignés. Bon, peut-être vous avez mangé un peu de sauce, ça touche là-bas. Les livres d'un scientifique doivent être sales. Mais il ne s'agit pas d'une saleté pour le microbe, non. Donc, le livre représente, la lecture représente pour le scientifique, c'est qu'est le sang pour le corps. Quand vous n'avez plus de sang, vous mourrez. En effet, le livre demeure indispensable à la recherche scientifique et contribue à son évolution, à l'avancement de la science. Ainsi dit, je vous remercie. Merci bien, monsieur Yves Mwata, pour votre brillante intervention. La lecture représente pour les scientifiques, c'est que le sang pour les corps. Nous vous remercions. Et donc, le débat est déjà ouvert. Si vous avez quelques questions sur la conférence, sur son intervention, vous pouvez prendre la parole. Il y a des questions, s'il vous plaît. Donc, on commence par le frère. Merci pour l'accord de la parole. J'ai une question. Vous venez de nous parler du livre, de la lecture, mais il existe certaines personnes qui sont incapables de lire même un paragraphe. Vous voyez, un paragraphe même. Alors, pour des personnes pareilles, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour qu'elles soient capables de lire, ne puissent finir même un chapitre de livre? Parce qu'il y a donc des personnes, par exemple, si elle veut lire, à peine elle a fini de lire, directement elle est fatiguée, elle se sent fatiguée, elle se sent tellement ennuyée, elle a sommeil. Et alors, maintenant, vous, j'espère que vous avez un peu d'expérience par rapport à la lecture. Quelle méthode ou quel conseil vous pouvez donner à des personnes pareilles? Oui, je voudrais qu'on parte directement comme ça. D'accord, allez-y. Cette personne lit, comme vous avez dit, 15 minutes, juste il s'endort difficilement. Il sait lire au moins. Parce qu'au début, j'ai cru entendre, j'ai cru comprendre, c'était les cas de gens qui ne savaient pas lire. Au moins quelqu'un qui sait lire, mais dès qu'il est devant le livre, puis il s'endort. Et puis, ah ben, là, je crois que, premièrement, il est question de connaissance de soi. Savoir que moi, je peux lire la journée, ou moi, je peux lire le soir, ça dépend. Aussi, c'est que notre corps, biologiquement, s'habitue au système, au rythme que nous lui donnons. De même comme pour l'estomac. Si vous habituez votre estomac à prendre une boule, votre estomac s'habitue comme ça. Pour faire deux, ça sera un effort à faire. Et si vous êtes habitué à prendre deux boules, si vous devez maintenant prendre une seule boule, c'est également difficile. Mais c'est un effort également à faire. Pour dire quoi? Vous ouvrez un livre, 15 minutes après, il y a un sommeil qui arrive. Bon, on recommande peut-être de faire les exercices
vous levez, vous pouvez lire debout. Hein. Si la position assise ne vous permet pas de prendre beaucoup de temps pour lire, mettez-vous debout, circulez dans votre chambre avec votre livre. Nous, je vois quand nous étions encore à l'internat, à la veille à la veille des examens, on nous disait, mais écoute monsieur, si tu veux vraiment mémoriser tous les cahiers, on faisait, tu prends tes pieds, tu mets dans un seau, il semble que ça enlève le sommeil, ça dépend encore. Il y en a qui prennent les macasses, vous pouvez les macasses pour ne pas dormir. Ça, c'est assez difficile parce qu'il faut se connaître. Parce que je connais des amis qui peuvent prendre, s'ils ouvrent la première page, ou un livre par exemple de 91 pages, il ne le ferme que quand il a atteint le bout du livre. Il prend du temps vraiment de lire. Il y en a par contre, vous venez de lire, 15 minutes après vous vous endormez. C'est question de comment vous avez habitué votre cerveau. Un peu plus d'effort, le cerveau s'habitue au rythme en fait, que vous lui donnez. Si après 15 minutes vous sentez qu'il y a sommeil, levez-vous un peu, sortez, voyez un peu les gens, riez et puis revenez. Je crois que ça peut relaxer l'esprit et puis vous remettre à lire. Parce que justement, il y a des livres qui sont durs à lire. Et ça en sommeil. Quand vous êtes devant Emmanuel Kant, c'est pas facile. Il y a des livres de récréation, souvent les livres qui sont au chevet du lit. Ça, c'est par exemple, ce sont des livres de récréation. Après 15 minutes, vous n'allez pas vous endormir. Je crois que c'est question d'effort qu'il faut faire pour habituer maintenant son cerveau à la lecture. C'est un entraînement. La science n'est pas donnée telle qu'elle est donnée là et puis directement, bon, monsieur, vous êtes docteur en droit, docteur en économie. Non, c'est un effort chaque fois qu'il faut faire. De même, quand vous êtes habitué à dormir à 21h, à chaque fois qu'il est 21h, vous avez comme un peu de sommeil. Et si vous devez changer l'horaire, nous sommes, je ne sais pas, 16h, je ne sais pas au Canada, ils sont quelle heure? Peut-être qu'ils sont un peu désormais. Quand quelqu'un quitte Canada pour ici, alors que vous dormez, lui est éveillé. Mais jusqu'à un moment, il entre dans votre système votre fuseau horaire. Donc c'est question d'habitude, c'est question d'entraînement de votre esprit. Parce que justement, tout est question de l'esprit. Je crois que la première nuit que vous allez passer au Canada, vous n'allez pas dormir. Parce que maintenant, par exemple, ils sont en train de dormir, nous sommes la journée. Vous n'avez pas sommeil, c'est la journée. Au moment où nous, c'est le soir, eux sont le matin. Alors vous quittez Canada, vous quittez Kinshasa, vous allez au Canada. Au moment où, du temps que vous étiez à Kinshasa, c'était la journée, là-bas c'est la nuit. Et donc vous devez dormir parce qu'il y a des activités qui vous attendent, mais vous n'avez pas sommeil parce que votre cerveau n'est pas habitué à ces rythmes-là. Mais après une semaine, je crois, 2 semaines pour les têtes dures, vous allez voir que vous êtes entré dans leur système. Et quand vous revenez à Kinshasa, ça devient encore difficile pour vous parce que vous êtes habitué à ce système. C'est question de cerveau. L'habitude de comment nous habituons notre cerveau à la lecture. Merci. Deuxième question. Ma question, elle est un petit peu historique. Si on prend l'homme et on prend à côté de l'homme les livres, historiquement parlant, est-ce que c'est le livre qui a rencontré l'homme? Et puis finalement, si on peut parler aussi de l'eschatologie ou la fin du monde, est-ce qu'il y a un certain moment où le livre abandonnera l'homme, bien l'homme abandonnera le livre? Si l'homme n'a pas encore abandonné le livre, à ce moment ici, si on prenait par exemple l'Africain. Et la question est au niveau de savoir si le livre a rencontré l'homme. Quelle est son importance? Est-ce que l'homme avant les livres n'était pas mieux que l'homme après les livres? Une façon de dire que est-ce que ce n'est pas à bon droit que, par exemple, l'Africain ou les Congolais qui ne lisent pas, est-ce que ce n'est pas à bon droit qu'ils déposent les livres? Ça va? Oui. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, on fait rire souvent les gens, on dit
prenez de l'argent, on dit que les Congolais, le seul endroit où ils ne peuvent pas voler, c'est dans les livres. Prenez votre argent de Minerval, mettez dans les livres, puis déposez là-bas. Allez en vacances 2 mois, vous allez revenir, vous allez trouver cet argent-là. Mais quand vous le prenez, vous le mettez à côté de la télécommande, ça sera parti. Donc, ça veut dire on a soulevé le fait qu'il y a une certaine facilité du Congolais dans la recherche scientifique. On est plus ailleurs que dans la concentration scientifique. Est-ce que c'est les livres qui rencontrent l'homme ou c'est l'homme qui le précède? Je crois qu'il y a une certaine complémentarité parce que c'est l'homme qui écrit le livre et puis il y a des vérités que l'homme doit découvrir à partir du livre pour écrire le livre. Donc je crois qu'il y a cette complémentarité-là qu'il faut relever. Il y a rencontre, Fabien, tu m'as prêté le mot, il y a vraiment rencontre entre l'homme et les livres. Historiquement, je ne sais pas si ça c'est arrivé. S'il y a préséance de l'homme ou du livre, je ne sais pas trop. Mais je crois qu'il y a certaines de cette recherche-là que l'homme doit faire dans le livre pour découvrir les vérités qui y sont inscrites. Et puis, c'est que ces vérités sont inscrites là par l'homme. Il y a cet enjeu. Ça s'entrechoque. Oui. Ouais. Et donc, nous retenons qu'il y a complémentarité entre l'homme et le livre. Il y a un doigt de vous. Allez-y. Merci pour la parole. Ma question revient à la technoscience. Je suis content que vous avez parlé de la technoscience. Vous avez commencé votre exposé avec l'éloge de la technoscience. Aussi, à la fin, vous êtes venu clôturer avec la valeur et le rôle des livres. Alors, ma question est celle-ci. Avec la technoscience, nous voyons que le monde est venu. Il y a des nouveautés dans le monde. Nous avons des appareils, nous avons des téléphones, nous avons l'Internet, nous avons presque des vidéos. Actuellement, beaucoup, moi je ne lis presque pas les livres. Quand j'ai besoin de lire un livre, je vais à l'Internet, je clique les titres des livres, je commence à écouter les livres déjà, lu par quelqu'un. Oui. Est-ce que ça vaut encore la peine de mettre par écrit nos idées? Et surtout, aujourd'hui, nous allons faire le vernissage des livres politiques. Est-ce que ça vaut la peine de mettre nos idées par écrit, surtout la poésie, par écrit? La poésie qui touche surtout le sens vraiment, qui touche lui, qui touche l'âme, qui doit toucher l'âme. Comment je vais découvrir la poésie dans ces livres-ci? Pendant que moi je dois écouter la beauté, la douceur des rythmes, normalement c'est avec les rythmes, la vidéo, soit l'audiovisuel. Est-ce que ça vaut la peine encore de mettre par écrit nos idées? Oui, ça vaut la peine. Les anciens, les latinistes ont dit que les paroles s'envolaient et puis les écrits restaient. Donc, il est une nécessité, au sens purement philosophique, la nécessité, ce qui doit nécessairement être de garder le caractère écrit du livre. Aussi, aller sur Internet, comme vous êtes habitués, les psychologues et même les scientifiques relèvent le fait que avoir le livre en main, être en contact direct, je devais les relever ici, mais j'ai une partie que j'ai omise. Avoir le contact direct avec le livre stimule plus à lire et on comprend plus mieux que quand on a la version électronique, quand on est en face d'une version électronique ou même audio. Parce que quand vous avez le livre en main comme ça, vous avez la possibilité de souligner, de prendre directement la référence, plutôt quand il faut écouter. Je suis aussi souvent des audios, des livres, quelqu'un est en train de faire la lecture vraiment du livre. Il peut arriver que
vous n'ayez pas écouté très bien un mot. Ou aussi, quand on est devant un livre, on est en train de le lire, on apprend les nouvelles expressions, en entendant on peut l'apprendre, mais aussi on apprend surtout à écrire aussi. Lire vous permet de mieux écrire. Aller en vacances, arrêtez, le professeur Kalalanou le disait, prenez 6 mois, ne touchez plus au livre, ne faites aucune activité intellectuelle, et puis revenez, vous sentirez que vous êtes devenu nul. Ça nous est arrivé quand on allait en vacances, les grandes vacances, 3 mois de vacances, quand vous rentrez, mais il y a la dictée là-bas, mais mon cher, on écrit encore comment on écrit encore ces mots-là. C'est pourquoi? Parce que nous avons jeté loin de nous les stylos, on ne sait plus exercer à écrire. Puis voilà, certaines bonnes habitudes se sont envolées et puis on est bloqué quand il y a reprise maintenant de l'activité intellectuelle. Donc ça vaut encore la peine, et c'est une nécessité, j'insiste, qu'on écrive, qu'on garde le manuscrit dans nos bibliothèques plutôt que simplement la version électronique ou l'audio. Alors la poésie aussi, il faut toujours s'écrire. Oui, mais oui, vous allez compléter. Mais la poésie demeure dans la littérature et donc fait référence aux œuvres scientifiques aussi. J'insiste plus sur le fait qu'il faut garder les éléments parce que si vous avez simplement l'audio, il peut arriver que vous perdez votre téléphone ou quoi, vous le perdez, mais quand vous avez la version écrite, c'est beaucoup plus mieux. Je voudrais, pour me rejoindre à vous, alors qu'on garde et la version audio et la version écrite du livre. Oui, je voudrais Merci. Je voudrais un peu compléter pour le cas de la poésie. Il y a un certain Jean Cocteau qui disait que la poésie, c'est pas l'intellectuel, c'est l'émotionnel. On pourrait dire aussi que c'est l'essentiel, comme tu l'as dit. Mais déjà, l'homme a combien de sens? Combien d'organes de sens? 5. Dans la 5, il y a la vue, il y a les touchés, il y a l'odorat et il y a l'ouïe. Donc vous voyez, si vous pouvez écouter la poésie, vous avez utilisé justement l'oreille. Si vous avez utilisé la vue, bon, en lisant les livres, ou bien en voyant une vidéo, vous avez utilisé la vue. Vous pouvez toucher la poésie. Là, en fait, ceux qui sont mariés pendant, par exemple, l'acte sexuel, ils peuvent utiliser les toucher et sentir la poésie qui se trouve dans leur partenaire. En tout cas, vous allez mettre la proposition qui vous convient. Ça veut dire à ce moment-là, la poésie passe par les toucher. Alors, votre question c'est, est-ce que c'est pas mieux pour la poésie qu'on l'écoute seulement, bien qu'on la voit seulement, plutôt qu'on la mette dans des livres de ces genres? Je dirais qu'à ce moment-là, chacun a déjà son choix. Qu'est-ce qui vous convient le mieux? Mais alors aussi, quand même, il y a des grands débats sur justement cela. Est-ce qu'il faut carrément abandonner les livres à dur comme ça pour se fier aux livres électroniques? Là, j'ai donné des bonnes réponses. Pour la poésie, personnellement, je dirais que non, il ne faut pas déposer le fait de la mettre dans des livres. Parce que déjà la disposition des mots sur la page constitue l'essence. Il y a la petite Bible poétique ici, où certaines pages sont vides. Un poète écrit et dit des choses dans les lignes, mais aussi il dit des choses entre les lignes, là où il n'y a rien, les vides parlent. Si vous êtes en train d'écouter à l'audio, je ne sais pas si vous saurez réaliser des pages vides à l'audio, une page vide. À l'audio, est-ce que vous allez vous taire pendant une minute, genre vous étiez en train de déclamer, vous vous taisez pendant une minute, vous dites bon, c'est de la poésie. Déjà, vous arrêtez de suivre votre audio. Donc, cette manière de faire ne passera pas à l'audio. Ça veut dire qu'il y a certaines choses impossibles à faire passer à l'audio.
pouvez bien sûr mettre les silences, les musiciens le savent, à un chant et les silences, mais les silences ne peuvent pas être éternels. Vous placez le silence à votre chant. Ça sera la galère en quelque sorte. Donc ils sont en train de montrer qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer vraiment à l'audio, mais qui sont déjà dans les livres. Oui. Et là j'ai cité un seul exemple. Parce que au niveau de la poésie, par exemple, il faut déclamer, il faut un rythme. Oui. Mais quand il faut lire, chacun va suivre normalement ce rythme. Parce qu'au niveau de la lecture aussi, plus les contextes, les sens, derrière la forme, on ne voit pas directement là. Est-ce que c'est quelle mélodie qui est adaptée Oui. accompagnée de ces poèmes, par exemple? Parce que tous les poèmes, je crois, ils n'ont pas la même mélodie. Ouais. Alors c'est à ce niveau-là où c'est un peu difficile peut-être d'entrer vraiment dans les vifs du poème. Je vais peut-être finir en disant qu'il y a par exemple Guillaume Apollinaire, c'est un poète calligrammatiste qui écrit ses poèmes carrément avec la forme de l'objet qu'il veut décrire dans les poèmes. Si c'est une rose, le poème va avoir la forme d'une rose. Et à l'audio, tu ne sauras jamais faire cela. Tu ne vas pas dire, bon, ce poème, c'est ça la forme d'une rose, alors il faut que mon son ressemble à la rose. Ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire. Alors, je vais finir aussi en disant que il y a par exemple les charabia. C'est un mot qui vient de l'arabe. Ça désignait justement les poètes là ou les musiciens là qui vous chantez, et vous déclamez. Vous êtes content d'écouter ces sons-là, mais vous ne comprenez pas ce qui est dedans. Là, au moins, les sons portaient tous les sens. Vous ne comprenez pas les mots qui sont dedans, mais vous êtes content. Il y a aussi un mot de Stéphane Mallarmé pour désigner les surréalismes qui commençaient à être appliqués à poésie au XXe siècle. Lui conseillait, le mot qu'il prononçait c'était abolibibolo sonore dans la poésie. Si vous avez écouté les mots, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Les abolibibolo sonores. C'était des poésies qui, bon, vous pouvez lire les mots, vous semblez comprendre ce que ça dit, mais en réalité vous ne comprenez pas, seulement vous sentez. Vous sentez que bon, ça fait du bien. Sûrement à ce moment-là, il est en train de dire que son épouse lui plaît. Sûrement à ce moment-là, il est en train de dire que bon, il ne sait pas exprimer son émotion. Vous comprenez la situation, mais les mots ne vous disent rien. Peut-être que pour des poèmes de ce genre, les charabia, les abolibibolo sonores, on peut déposer les livres, parce qu'on n'en a pas besoin. Oui, peut-être pour cela. Merci. Merci, il y avait un doigt. Oui, ici. Alors, ici d'abord. Merci pour la promesse. Vous, en tant que spécialiste de la lecture, vous les dire ici, parce que vous lisez beaucoup plus que moi. Alors, même fois où je trouve des livres ou un livre, bon, je commence à le lire, mais en le lisant, je me heurte contre des mots nouveaux que je n'ai jamais compris et que je ne comprends pas, et qui me limitent. Comme par exemple, quand je lisais le livre Critique de la philosophie d'Emmanuel Kant, bon, je lisais mais je ne comprenais absolument rien. Il y a beaucoup de mots que je ne comprenais pas. Alors, dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut d'abord déposer le livre et aller chercher le dictionnaire pour chercher ces mots? Oui, on nous disait qu'on ne lit jamais sans dictionnaire. Nous ne connaissons pas tous les mots qui sont employés dans un livre. Aussi, pour le cas par exemple du livre de Manuel Kant, il faut justement avoir lu peut-être certains de ses commentateurs pour comprendre ce qu'il dit directement de la critique de la raison sur le poids, mais aussi avoir fait de recherches sur sa doctrine, comprendre l'auteur à partir de sa doctrine, puis vous revenez pour la lecture. Et pour le cas du dictionnaire, nous nous disait toujours qu'on ne fait pas une lecture sans dictionnaire. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas tous les mots. Aussi, les philosophes souvent ont des mots qu'ils inventent d'eux-mêmes.
invente un mot, il faut maintenant revenir dans son sens propre pour comprendre dans quel sens il emploie ce mot-là dans son livre. Donc vous pouvez, il a employé un mot, vous allez dans le dictionnaire, vous ne le retrouvez pas. Revenez le sens même de ce mot-là, se trouve dans ce livre-là. D'accord, il y a un droit, Merci pour la parole. Moi, je me nomme Moubé Léana, Merveille. J'ai une préoccupation. Genre, vous venez de nous parler sur un sujet très intéressant. Ça nous a tous instruits. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez proposé? Qu'est-ce que vous avez mis en évidence en pratique? Parce que vous venez de dire beaucoup de choses qui sont utiles, très importantes. Mais vous avez illustré un exemple. Ce que nous voyons par rapport à la science, c'est le contraire. On nous dit que les intellectuels, ils sont censés apporter l'évolution à la société. Or, ce n'est pas ce que nous trouvons. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez constaté quelque chose et qu'est-ce que vous avez maintenant proposé. Donc, c'est un peu ça. C'est une préoccupation. C'est un souci en d'autres termes. Ah, un souci par rapport à l'intellectuel congolais. Bon, oui, bon, nous sommes dans la société congolaise. Lorsque vous avez écrit, votre étude a été menée sur la société congolaise. Je pense que on va parler par rapport à ça. Justement, relevant le désintérêt que porte la société congolaise à la science, nous avons souligné le fait que il y a dans certaines universités, quand on organise des conférences ou des manifestations justement telles que celle-ci, il y a certaines chaises qui sont vides. Mais quand on dit Fally pour avoir joué au stade des Martyrs, à 14 heures déjà le stade est plein. Voilà. On est plus orienté aux activités récréatives, aux activités scientifiques. C'est qui justement, je l'ai dit, crée des difficultés au niveau des institutions congolaises. C'est un défi à relever. C'est un défi à relever. On rencontre des grands professeurs, mais qui, au nom du ventre, qui, au nom de Mandé Souyabana, ont remis en bas leur science et puis se sont mis au service de politiciens, si on peut le dire, à cause d'argent. Il sait que ce que le chef va faire là n'est pas moral, ne va vraiment pas amener le pays au développement, mais bon, que dire? Il ne dit rien. Il les laisse. Il sait qu'entrer dans la concession de quelqu'un sans sa permission, c'est pas légitime, vous faites le droit, pas légitime, mais bon, le chef donne l'ordre. Il est là comme conseiller juridique du chef, mais il ne sait pas dire chef, non, mais la loi dit que voilà, faire incursion chez quelqu'un, c'est pas légal, tout ça, mais il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il garde ses intérêts financiers et autres. C'est un défi lancé à l'intellectuel congolais. Et un défi qu'il faut relever justement à travers la lecture. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, vous comprenez que c'est un défi. Vous, à votre niveau déjà, vous pouvez changer les choses. Il y a une petite anecdote. Il y avait dans un village, quand il y a eu au roi incendie, autre moyen été. Alors, les gens fuyaient, c'était les animaux, hein. Ils fuyaient, tout ça. Ils vidaient donc la forêt. Mais on voit un oiseau qui s'en va à la rivière prendre de l'eau. Il se dirige vers le feu. On lui dit, mais oh, il y a des feux là-bas, nous sommes en train de fuir, les feux de fuir, toi tu rentres là. Il lui dit, je vais quand même. Tu vas faire quoi? Je vais jeter de l'eau. Mais on lui dit, mais c'est un grand feu. Ton eau et ta petite goutte là ne va rien faire pour éteindre ce feu. Il dit, au moins, j'aurai apporté ma contribution à
pour éteindre ce feu-là. Justement, ta contribution à toi pour éteindre le feu des détournements, de la corruption et autres. Commence-toi par éteindre ce feu-là plutôt que de dire bon, on constate qu'il y a détournement, on constate qu'il y a corruption et puis tu déclares. Non. Qu'est-ce que toi-même tu fais justement pour changer les choses au niveau de la RDC? Donc, moi je félicite cet oiseau avec son petit bec qui va prendre une petite goutte d'eau dans la rivière et qui vient jeter avec tous les risques de se brûler. Mais il y est quand même allé. Donc, c'est un défi lancé à tout le monde. Oui. Oui, je pense que vous ne m'avez pas bien saisi. Oui. J'aimerais bien l'expliquer. Oui. Qu'est-ce que vous avez proposé? Je ne touche pas votre sujet, genre la valeur du livre. Ouais. Parce que ce que vous venez de dire là, vous venez de me donner encore la moitié de la réponse à ce qui concerne la valeur du livre. Maintenant, après que je puisse parler de la valeur du livre, moi, comme orateur, écrivain, moi l'auteur de ce que je viens de dire, qu'est-ce que je propose? J'aimerais mettre ceci au marché, si je peux dire. Oui, il y a des questions qui viennent de se poser tout à l'heure. Ouais. Il y a d'autres personnes qui ont dit, il y a des gens qui ne lisent pas. Ouais. Maintenant, par rapport à ceux-là qui ne lisent pas, comment vous pouvez faire pour qu'ils puissent quand même s'en sortir? Il y a aussi quand on parle de l'intellectuel, on sous-entend que celui-ci lit. Un intellectuel, c'est pas n'importe qui. C'est comme quelqu'un qui dit, ah, tu es chrétien, mais tu fais des choses comme si tu n'es pas chrétien. Non, non, là, il n'est pas chrétien, vous avez bien dit. Et vous venez de souligner, vous venez d'utiliser, employer le terme intellectuel. Non, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a la capacité, qui veut et aidez-nous. Vous, après avoir lu, parce que je pense que vous avez vraiment pris votre temps pour de mener des recherches. Voilà. Et vous devez proposer. Ce que vous avez écrit là, c'est parce que vous avez constaté quelque chose et ça ne va pas. Maintenant, qu'est-ce que vous avez proposé? C'est quoi là la solution que vous avez apportée? Pas seulement lire. Ouais. Je sais pourquoi j'insiste sur Oui, ce oui. point. Pas seulement lire. Or, lire. Qu'est-ce que vous avez amené? Non, mais nous sommes dans un cadre où on parle du livre. Où pour mener les recherches, il faut lire. La proposition que je t'apporte, c'est de lire. C'est d'exercer à lire. On revient sur. Je vous rappelle aussi que Oui. les gens là lisent aussi. Ils lisent. Lesquels? Mais vous venez de parler des intellectuels. Dans notre pays, vous avez dit, vous venez de dire, il y a la technologie et la science. Voilà. Oui. Et vous avez dit, ce qui m'étonne, d'accord, c'est de voir qu'il y a des intellectuels qui sont censés Oui. de transformer Oui. le pays. Or, ce n'est pas ce qu'ils font. Maintenant, vous, après avoir constaté cela, qu'est-ce que vous avez proposé maintenant à ces intellectuels-là? Parce que lorsque vous avez utilisé le mot intellectuel, Oui. on sous-entend que ces intellectuels-là, ils ont eu aussi à lire. Vous voyez? Ils lisent les livres. Maintenant, qu'est-ce que vous allez les proposer autrement? Hors les livres. Merci beaucoup. Ah, or le livre. Ah, c'est ça qu'il faudrait alors apporter comme précision. Je reviens sur le fait que je dis ça demeure un défi lancé à tout le monde. Pourquoi? Parce que la tendance chez toi, c'est de dire qu'il y a des intellectuels. Vous êtes intellectuels, nous sommes intellectuels. C'est un défi qui nous est lancé à nous tous. À part le fait qu'il faut justement se documenter à travers le livre, il y a ce grand effort-là, par exemple, de cesser avec le détournement, de cesser avec la corruption, de cesser avec tout le monde qui gangrène la société congolaise. C'est un grand défi. Qu'est-ce que je propose? Je propose le changement des mentalités. Pourquoi? Parce que le statut du Congolais se présente comme une carte mémoire. Il faut qu'il y ait, dedans où il y a un virus, il faut formater et puis reprogrammer les choses pour que les choses changent dans la société congolaise. Sinon, ça ne change pas. On peut vous prendre vous là, on vous installe dans une institution, vous êtes le seul à comprendre qu'il ne faut pas, par exemple, détourner les fonds des deniers publics. Mais
vous n'êtes pas le chef de file, vous êtes sous la juridiction de quelqu'un, vous ne ferez pas grand-chose. Mais au moins, si on dit, bon, écoute, il y a 10 000 $ ici, nous allons nous partager, toi tu dis non, ma part, je ne prends pas. Tu contribues là au refus du détournement. C'est ça qu'il faut commencer à faire. Un défi qui est lancé justement à l'intellectuel africain que nous sommes, que vous êtes, que nous constituons ici. Justement, c'est ça. Et pour revenir, je reviens sur ma conclusion, c'est que la lecture représente pour le scientifique, c'est qu'est le sang pour le corps. Si vous n'avez plus de sang dans votre corps, vous ne vivez plus. Et un intellectuel qui ne lit pas est un homme mort, vous n'en êtes pas un. Parce qu'il faut se documenter, s'actualiser. Pourquoi? Parce que la science est relative. Il n'y a pas de vérité toute faite en science. Avec les erreurs, ça évolue et puis voilà. Il faut s'actualiser. Voilà. Moi j'ai une question. Oui. Au niveau de la lecture, vous avez raison d'exemple que maintenant sur des niveaux à l'Afrique, ils n'aiment pas lire. Ça aussi, c'est aussi un défi qui est vite. D'habitude, quand je touche un livre, j'ai mal à la tête. Okay. Mais quand j'ai mon téléphone, je n'ai pas du tout mal à la tête. Et là, ça devient plutôt un grand défi. Parce que moi, je fais des droits, et les droits, ça demande la lecture. Surtout beaucoup. Oui. Et avant ça, j'étais à UCC, de l'unité. En venant, j'ai rencontré une fille. Je lui ai demandé où est-ce que je pouvais trouver la bibliothèque. Il m'a dit que moi, je ne sais pas. Moi, j'étais là. C'est une ancienne de l'UCC. Ouais, j'ai dit, t'as fait combien d'années ici? Tu es nouvelle ou bien tu es venue te renseigner? Ouais. Non, j'ai fait 3 ans. Mon Dieu. Et elle vient donc, il ou elle vient donc de faire le TFC. Et elle ne sait pas, il ne sait pas où se trouve la bibliothèque. Ouais. Ce genre d'intellectuel, monsieur. Ce genre d'intellectuel, oui. Je dirais que vous apportez Ouais. des solutions. Oui. Parce que c'est inacceptable. Oui. Tu es étudiant ou étudiante, mais tu ne lis pas. C'est vraiment absurde. Et moi aussi, je me réveille pas. Oui, c'est un défi. Je crois qu'il faudrait alors vraiment que le maître mot de cette conférence devrait être le défi face à la lecture. C'est un grand défi. Même quand je suis habitué à lire, elle est habituée à lire, nous sommes habitués à lire, mais c'est un défi, c'est pas de la blague. S'asseoir, fermer sa connexion et puis prendre les livres pour lire, c'est pas facile. C'est parfois ennuyeux, il faut l'avouer. Hein? Oui, donc c'est parfois ennuyeux, mais on est obligé de lire. Surtout quand on fait le droit. Il faut connaître la Constitution, vos histoires là, les droits pénals, des choses comme ça. Il faut le maîtriser. Il faut lire. Il faut lire. Vous ne pouvez pas présenter un TP, un travail scientifique, sans la bibliographie. Non, ça ne passe pas. Ne pauvres cas là-bas, de jeter ton. Justement. Donc, il y a la nécessité de lire. Et pour lire, il faut recourir à la bibliothèque. Il y a la bibliothèque aussi en ligne, la version électronique, que moi je ne conseille pas trop. Parce que justement, il y a souvent aussi écart de pagination entre le livre en dur et puis le livre, la version électronique. Aussi, il faut toujours avoir la charge dans son téléphone pour lire ou dans son ordinateur. Quand il n'y a pas de courant dans Kinshasa, votre ordinateur n'est pas chargé, donc vous ne lisez pas. Or, quand vous avez votre livre avec une petite lampe sur la table, vous pouvez lire et préparer votre livre. En fait, ça ne c'est pas une question, je voulais plutôt aussi ajouter une réponse à sa question. Car il demande qu'est-ce qu'on peut proposer à ces intellectuels-là qui ont lu, mais actuellement, on ne voit rien de pratique. Moi, je pense que pour ces intellectuels-là, ce qui leur reste, c'est de pratiquer plutôt ce qu'ils ont déjà lu. Parce que ce qu'ils ont déjà lu, c'est assez aussi important, assez grand. S'ils essaient de pratiquer même l'écart de ce qu'ils ont déjà lu, on verra aussi encore plus la valeur de ces intellectuels-là. Donc, si nous supposons qu'ils ont déjà beaucoup lu et qu'on ne voit rien, c'est-à-dire ils sont restés dans la théorie, juste la lecture. C'était comme si c'était des lectures
des lectures sans bits. Sans bits vraiment qui est bien précis. Et alors, à ce moment-là, si vous rencontrez un intellectuel pareil qui semble avoir déjà la ménopause scientifique, qu'est-ce qu'il faut? Il faut lui demander de commencer à pratiquer ce qu'il a déjà dit. S'il commence à vous réciter des théories, il faut dire ok, essayez d'aller pratiquer. Juste, même l'écart, ça sera déjà une production. Parce que justement, le but de la recherche scientifique, c'est de faire avancer la science. Ouais. Quand vous avez lu pour votre thèse, le professeur aujourd'hui, pour ma thèse, j'ai lu 1000 livres, c'est 900. Et puis après, la lecture de tous ces livres, on ne sent pas dans le concret une certaine évolution, un certain développement, mais c'est nul. C'est nul. C'est nul. Lire en vue de quoi? De changer les choses. Lire est un défi. Merci. Autre question? Une toute dernière. Allez-y. C'est une question que je pose à tout le monde ici. À tout le monde, j'adresse cette question. Nous sommes en train de parler du livre, de la lecture, de l'intérêt pour les livres. Et justement, cette activité nous rassemble autour du livre. Et la question c'est celle-ci. Peut-être que 2 personnes ou 3 vont répondre, mais à commencer par M. Yves Mbouata, bien sûr. Quelle impression vous avez de cette activité maintenant? Quelle impression vous avez de cette activité autour du livre où nous nous retrouvons seuls? N'est-ce pas que ça correspond bien sûr à ce que nous sommes en train de dire, que les livres répignent? Nous avons invité pas mal d'amis, de proches pour cette activité, mais ils ne sont pas là, juste parce que c'est pour les livres. C'est pour les livres. Quelle est votre impression? C'est parce Vous qu'on tous ne les a ici. pas dit qu'il y aura effet. Peut-être, il a dit, il a bien dit. Quand on n'a pas dit qu'il y aura un verre, ils ne sont pas là. Mais quelle est votre impression personnelle? Est-ce qu'à Kita ici, vous-même, parce que nous sommes là pour les livres, parce que cette activité est pour les livres, est-ce qu'à Kita ici, vous direz, bon, monsieur Bonépi, pouvez-vous faire la fois prochaine la même chose, parce que ça nous a intéressés? Pouvez-vous faire la même chose pour que les livres puissent aussi faire son travail, genre être la chose de chaque jour, la chose qui peut rassembler les gens durant des week-ends, la chose qui peut constituer la fête, genre dire, bon, est-ce que vous pouvez faire la même chose et même laisser la boisson, de façon à ce que le livre à lui-même intéresse les gens? Quelle est votre impression? Est-ce que vous pouvez arriver à dire la même chose, vous qui êtes ici? Allez-y. Oui, l'impression elle est bonne. Ouais. C'est qu'on se retrouve dans un cadre où il y a des intellectuels et où on ne se sent pas isolé. Vous venez, vous avez parlé. On est dans un cadre où les gens vous ont suivi et puis vous avez partagé la science. Ça demeure, ça devrait rester une habitude que votre édition devrait garder. Justement, le week-end de réflexion, les cafés scientifiques, comme vous l'avez appelé, littéraires, que ça demeure, que ça demeure, organiser des activités pareilles. Je crois que si pour la première fois, la deuxième fois, il y a une faible mobilisation, les prochaines fois, nous estimons que cet espace sera envahi de beaucoup d'autres scientifiques. Pourquoi? Parce que la lecture, les livres intéressent. Et vous avez l'avantage, nous avons tout l'avantage d'être dans des universités où il y a des amis et puis des amis qui aiment la science. Alors à la prochaine, faites un peu plus de mobilisation et je crois que nous reviendrons et puis nous dirons toujours oui à votre invitation pour venir pas entendre la science, humer la science. C'est l'impression que j'ai, elle est bonne. Et je vous jette des fleurs. Merci. Merci. Qui d'autre intervient, s'il vous plaît? Par rapport à la question. Vas-y. Merci. Je pense que par rapport à cette question, c'est pourquoi
selon le narrateur, il a parlé du valeur de livre. Moi, je peux parler autrement. Comment faire pour donner le cours de la lecture? Comment je peux faire pour donner le cours de la lecture? Quels sont les moyens, quels sont les facteurs pour que les gens puissent être attirés lorsqu'on parle du livre. J'ai tendance, il n'y a que seul domaine, la seule faculté qui est restée avec c'est seulement le Christ. Les hommes de droit. Pour les autres, on se dit, il faut ceci, cela. Et surtout qu'il y a pratique tout ça. Ouais. Et moi, je vous propose, vous qui êtes déjà à l'auteur, de pouvoir nous écouter ou nous aider, d'aller encore réfléchir bien, de voir quels sont les moyens, quelles sont les méthodes que nous pourrions prendre, que vous pouvez prendre. Pas nous. Quand je dis là, c'était une façon juste de dire, mais pas moi, je m'enlève. Que vous pouvez prendre pour que les gens puissent être attirés par les livres. Sans vous mentir, quand on parle de la science, ce n'est pas seulement les livres. Ouais, quand on parle de la science, ce n'est pas beaucoup de gens qui sont là. Et surtout les hommes. Les hommes ne sont plus nombreux à ce qui concerne la science. Ça devient des filles. Vous verrez, cette fois-ci, il y a une personne qui parle, non? Il parle de l'entrepreneuriat femme, entrepreneuriat des femmes. Est-ce que l'entrepreneuriat féminin peut exister? Pourquoi? Parce qu'on peut attirer les filles. Quand tu entends parler de l'entrepreneuriat des femmes, ça t'attire, tu viens comme femme, non? Et si vous pouvez nous aider à intituler, je vais vous donner un exemple. Zamenga Batukezan, il a écrit La pierre qui scelle. Je vous avais montré ça, la pierre qui scelle. Et je me suis dit, la pierre qui scelle, je dois lire, savoir, découvrir ce qui scelle, comment la pierre peut sceller. Voyez. Et en lisant cela, il parlait d'autre chose. C'était juste un titre qu'il avait intitulé. C'est ce que je veux aussi vous demander. Pouvoir aider, je pense que les gens aiment ce qui attire. Ouais. Quand tu parles de livres, par exemple, revue, Christelle, tout ça, l'autre, et l'autre, il n'est pas intéressé de ce qui est dedans. Oui. Mais moi je pense qu'au lieu de mettre l'essentiel dans les livres, mettez-les même juste devant là-bas pour que nous puissions être attirés. Merci. Oui, c'est ça, ce sont des techniques justement des maisons d'édition où on met un titre captivant pour attirer le public, mais à l'intérieur, c'est un autre contenu qui est là-dedans. Pour quelques propositions, c'est que dans l'ancienne psychologie, on a remarqué qu'on est à l'Antiquité, mais aussi au Moyen-Âge. Les riches, ceux qui détenaient de grands biens, prenaient des intellectuels qui venaient suivre leurs enfants au niveau de la maison, ce qu'on appelle le mentorat. Et puis, Jacques Rousseau lui-même le faisait, il allait dans les villes, il allait donner de cours pareils. Quelques années après, il y a une étude qui a été faite sur la comparaison entre les enfants qui étaient suivis à la maison. Donc, là, on est en Antiquité, au Moyen-Âge, où vous suivez le cours seulement à partir de la maison, ça allait à l'école. Les enfants des riches, non, c'était un peu un prestige, quoi. Dire que non, mon enfant est suivi seulement par des grands maîtres qui viennent lui donner cours à la maison. On a remarqué que les enfants qui étaient suivis seulement à la maison et ceux qui étaient suivis et ceux qui allaient à l'école, il y avait une grande différence. C'est que ceux qui étaient suivis, ceux qui allaient à l'école, apprenaient plus et beaucoup mieux que ceux qui restaient à la maison. Pourquoi? Parce que quand il y a dans un milieu tel que celui-ci où il y a plusieurs personnes, il y a une certaine émulation, une certaine complémentarité des émotions qui s'entrechoquent et qui permet
de la compétitivité, scientifique, et ça permet que vous vous déployiez. Dire vous êtes dans un groupe de TP du prof là. Voilà, et une seule personne est exposée. Et puis après, la question, il fait ça, la question est posée au groupe. C'est que les membres du groupe aussi doivent répondre. Et là, tu dis, ben écoutez, Eustache lui a répondu, moi aussi je vais répondre. Il y a cette compétition scientifique qui permet qu'on apprenne. Donc, c'est une proposition. Pourquoi pas dire, par exemple, que bon, voilà, bon, ça, ce sont des poèmes. Dire que cette semaine, c'est samedi. Le samedi prochain, même si on ne peut pas se réunir en présentiel, mais au niveau d'un groupe WhatsApp, Monsieur Eustache, vous allez nous parler, voilà, vous allez nous entretenir sur tel thème par exemple. Au niveau, il y a échange et tout ça. La prochaine fois, c'est votre tour. L'autre fois, on fera une autre personne. Ça permettra, ça vous donnera le goût justement de la lecture. Il dit, ah mais non, mais lui il avait bien fait, hein, il faut que je me documente aussi pour mieux faire. Ça vous donnera le goût de la lecture. C'est une contribution que je voulais faire par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi aussi j'ai une réaction par rapport, oui, peut-être la dernière. Par rapport à ce que vous avez dit, comment faire de sorte que les livres soient attirants, la lecture soit attirante, comment faire de sorte que la science attire les gens. Alors, ce qu'il faut justement être sérieux. Vous qui êtes déjà attiré par la science et qui voulez attirer les autres, il faut être sérieux dans vos méthodes, dans votre schéma d'attirer les gens. Je connais un exemple parfait pour vous répondre. Il y a un juriste, quelqu'un, c'est un ami, qui faisait les droits à l'université catholique du Graben, c'est à l'est du pays. Il a abandonné les études uniquement pour suivre la poésie et devenir poète 24 heures sur 24. Donc lui dit, ma vie je la gagnerai par la poésie, je serai uniquement poète. Ouais, par exemple, ça c'est un sacrifice, ça montre un peu le sérieux qu'il accorde à la poésie. Et justement, il est l'icône de la poésie au niveau de la ville de Butembo. Il est invité en tout cas un peu partout. Il était à Djibouti. Djibouti. Oui, en fait, on avait invité des artistes congolais là-bas pour donc en fait certains représentants de certains pays. Et lui était parti au compte de la RDC. La RDC, c'était pour la poésie. On avait invité aussi un peintre. Il y avait aussi d'autres qui font les tissus en fait. Oui. Tissus, oui. Il représente la poésie, en tout cas pour la RDC. Il s'appelle Mapson, Volonté Vitae Mapson. Si vous tapez sur YouTube Mapson, vous verrez des miracles qu'il effectue pour la poésie à l'est de la RDC. Alors la poésie est déjà dans sa voix, dans son parler. S'il tient un discours ici, même à côté des philosophes, les philosophes peuvent se poser la question s'il est philosophe ou pas. D'ailleurs, les autres disent qu'il est pertinent, il est tellement pertinent qu'elle pense qu'il est philosophe, juste grâce à la poésie. Il a mis du sérieux de la poésie. Il a écrit l'œuvre L'aube à noir. Il a plusieurs. Il a écrit Je suis Afrique. Je suis Afrique, c'est son album. Et tout ce qu'il fait, je veux dire que ça attire parce qu'il met du sérieux. Il met du sérieux, et puis comme ce que nous sommes en train de faire ici, pour les livres, nous nous rassemblons. C'est du sérieux que nous mettons dans ces faits-là. Les gens vont voir, parce que ce que nous faisons ici n'est pas pour les petits publics qu'on a invités, mais ce sera à balader sur YouTube. Le monde entier va nous suivre. Nous mettons du sérieux dans ce que nous faisons. Et la méthode aussi que tu as effectuée, peut-être qu'il nous faut dire que les livres doivent aller, ce sont les hommes qui utilisent ces termes, les livres doivent aller à la chasse. La chasse, c'est la drague. Les livres doivent aller draguer. On drague les dames. Quand on drague les dames, on les a. Les livres doivent aller à la chasse, doivent aller draguer les gens. Par quoi? Par notamment les titres. Mais disons aussi les dames, elles séduisent les hommes. Peut-être qu'il faut que les livres aussi séduisent les gens. Et comment est-ce qu'on les fait? Les dames savent comment séduire. Je vais passer 30 minutes ou 1 heure en train de faire des make-up pour que je séduise les hommes, pour que les hommes me voient. 1 heure, j'y mets du sérieux. Et qu'est-ce que je vais faire?
je vais mettre ici pour que ce soit comme ceci, et puis un peu de symétrie, j'y mets du serré, je me dessine, je dis bon, Dieu, peut-être qu'il ne m'a pas bien créé de cette façon, je vais mettre ceci pour rendre un peu plus visible. J'apporte de la créativité, je vais mettre un point ici. Tu vois un peu ça. L'homme, pour la drague, waouh, c'est compliqué, hein? C'est compliqué, on peut même préparer les textes, c'est dire à nos on dit quoi. Tu as encore essayé ceci, ça marche. C'est toute une école pour la drague. Donc je suis en train de montrer que pour les livres aussi, on peut adopter cette méthode toute simple où les livres doivent aller à la chasse. Genre, nous tous qui sommes ici, nous pouvons nous dire, bon, chacun va se dire, je vais aller avec les livres, je vais faire de tout mon mieux que ces livres que je vais porter aujourd'hui, qu'ils soient achetés par quelqu'un. Parce que je vais faire en sorte que ces livres nous plaisent. Ces livres dans toute sa forme. Je ne sais pas le contenu, mais du moment que c'est un livre qui a été suivi par des scientifiques et des littéraires jusqu'à sa publication, je vais faire en sorte que ces livres plaisent à quelqu'un. Donc si chacun par exemple partait avec un livre ici et nous confirmait qu'il a vendu ces livres, là ça sera un pas en avant dans ce que tu as proposé, mais dans ce que tu as posé comme question. Faire en sorte que les livres plaisent aux gens, c'est justement une méthode série, je l'ai dit, faisant en sorte que ceux qui veulent se procurer par exemple la boisson, la bouteille, pour se sentir à l'aise, pour se détendre, pour se tranquilliser, pour cette fois-ci, chaque fois se procurer les livres. Est-ce qu'on peut remplacer les livres, puis la bouteille par le livre? Genre dire que ceux qui se réunissent ici, les recours qui s'appellent Sacom, ceux qui se réunissent ici à Sacom, peuvent chaque fois se réunir pour les livres et pas pour la boisson. Peut-être qu'on peut arriver à cela. Mais déjà dans les universités, nous nous réunissons pour cela. C'est parfait. Que les livres aillent à la chasse, que les livres aillent à la drague, que les livres séduisent. C'est ça les mots que je voulais juste faire attendre. Merci. Merci beaucoup. À présent, il y a plus d'autres préoccupations, j'espère. Nous allons procéder au marketing. Excusez-nous, nous avons un peu bouleversé les programmes. Donc pour cela, Madame Eloge va nous aider. Qui est Madame Eloge? Elle est licenciée en psychologie depuis plusieurs années à partir de Goma. Cette dame est une rencontre entre la psychologie et les affaires. C'est intéressant ça. Cette femme courageuse et travailleuse est une chef d'entreprise dénommée Massika Motors. Elle seule nous dira de quoi il s'agit. Et donc nous accordons la parole à Madame Eloge sur vos applaudissements. Merci pour la parole. Moi c'est... Moi, c'est Eloge Massika Kitsondo. Donc, j'ai donné mon entreprise, mon nom, c'est un de chez nous, donc ça signifie la fille aînée de la famille. C'est Massika, donc je suis la fille aînée de la famille. Je préférais donner ça comme beaucoup de filles aiment se cacher, qui sont de Nantes. Arrivé ça à Kinshasa, bon, c'est passé comme des... Je suis de Goma, de quelque part, mais j'ai donné le nom de Massika pour dire que je suis Nani. Donc c'est pour aussi... Donc, c'est pour faire aussi la publicité de ma culture, de notre quoi. Je suis... Comme vous avez dit, je suis... Vous avez dit que je suis... Une femme d'affaires. Je suis psychologue clinicienne, je fais le projet Goma. Après Goma, je travaille avec les ONG. Maintenant, vu les situations de la RDC, le contrat avec tout fait, j'ai chômé, j'ai dit mais je ne peux pas rester comme ça. On nous encourage, état que femme, il faut travailler, il faut chercher de l'argent, c'est ce que j'ai pris le chemin d'entreprendre. Parmi les domaines, j'ai choisi le micro. Donc, le petit frère m'appelle Motard. Au lieu de m'appeler Motos, il m'appelle Motard. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi le domaine de travailler avec les motards. Ça fait maintenant
Oui, moi. Hein. Donc, je composerai avec les montages, mais bientôt c'est 9 mois. Parce que c'était le 5 décembre 2023. Donc c'est 9 mois. Ah. Je me disais, mais comment parler aux intellectuels des choses de montage? Où est-ce que je vais commencer pour finir pour... Je ne sais pas si c'est bien de me poser des questions à moi de répondre. Parce que je ne sais pas où commencer. Si j'étais avec les motards, là, je serais... Parce que, oui, là. Parce qu'à si j'étais avec les motards, j'aurais pas dit, ils connaissent les termes, ils connaissent les pièces. Et comme vous, ce sont des livres, je ne sais pas vraiment comment. Alors, ça sera mieux de poser peut-être des questions et moi de répondre. Il s'agit d'une entreprise qui vend Des pièces de moto. Ah, ok. Vous faites aussi la location des motos. Oui. Non, c'est seulement des pièces de rechange de moto. Qu'on rechange directement sur place. Oui, Vous avez des ingénieurs. Des mécaniciens. Dans mon entreprise, je suis là. Il y a mes 4 petits frères, 2 sont mécaniciens dehors et 2 restent à l'intérieur avec certains clients. Donc les clients lui achètent des pièces dans la maison, on donne aux mécaniciens pour mettre la pièce. Il y a achat et puis directement. Réparation, entretien. Alors, il vous arrive aussi que les clients réclament qu'ils ne sont pas satisfaits de... Oui, ça nous arrive. Parce que tu vois, ce sont des pièces qu'on achète sur un panier. Nous, on donne aussi à nos clients. Quand ça ne marche pas, bon, donc c'est perte, quoi. Ouais. Soit si par exemple, il y a... Là, maintenant, on fait aussi des esprits quinoa.